Charles Degan, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, quel tic, quelle manie, quelle imposture peut-être vous agace le plus dans le monde des startups, dans la startup nation? Je pense que le plus frappant, c'est en fait les gens qui montent une startup pour lever des fonds quasiment le lendemain. Je crois que c'est ça qui qui m'agace un peu. C'est un beau projet. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio aujourd'hui avec sur mon écran et sur le vôtre par conséquent Charles Degan, cofondateur il y a presque 6 ans d'Angel Square, une plateforme qui investit dans des startups lorsqu'elles ne sont encore que des mini-pousses à peine sorties de terre. Avant de parler investissement, Charles, je reviens sur cette interview que vous avez donnée à Néo TV dans laquelle vous démontez les idées reçues sur les startups justement. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'idées reçues sur les startups à mesure que ça prend de plus en plus de classe et de place dans l'économie? Alors, il y a de plus en plus de startups depuis ces 5-7 ans. Il y a de plus en plus de startups. Je dirais qu'au contraire, il y a moins de clichés, puisqu'en fait, c'est un monde qui était très confidentiel au départ, qu'il devient de moins en moins. Et je pense que les clichés tombent au fur et à mesure. Donc, je dirais qu'il y en a moins qu'avant, au final. Alors, quels clichés, par exemple, ont été un peu étriés, des choses qui étaient au début très très importantes et que maintenant, le ballon de baudruche est un peu dégonflé, quoi, à mesure que certaines startups justement se sont lancées et et se sont un petit peu effondrées pas longtemps après, parfois. Alors, quels sont ouais, les ballons de baudruche qui ont explosé? Disons que les petits tocs des start-upers du début qui étaient très, un petit peu agaçants pour ceux qui étaient extérieurs à cet écosystème-là, je trouve, sont en train de s'atténuer un petit peu. Le côté, euh, le côté, je lance une start-up et je vais conquérir le monde avec un discours rempli d'anglicisme, sans aucune considération pour les réalités économiques de l'entreprise que l'entrepreneur est en train de monter. Ça, je trouve que ça s'atténue quand même pas mal. Ça s'atténue pas Donc, mal. plus d'humilité aujourd'hui dans les Ouais, fondateurs de... je pense qu'on a constaté depuis le début de l'écosystème startup avec plusieurs vagues sectorielles. Je me souviens tout ce qui était ce qu'on appelait la consommation collaborative. On en avait beaucoup parlé à une époque. Il y a eu beaucoup de startups qui se sont cassé la gueule là-dessus. Ensuite, sur les box par abonnement, les cadeaux par abonnement, il y a eu des secteurs comme ça. À chaque année, son secteur qui a capoté en fait. Et au fur et à mesure, on est de plus en plus intelligent. Quand je dis on, c'est autant les entrepreneurs que les investisseurs. Et je trouve que maintenant, on est plus réaliste et plus intelligent. Ouais. Alors vous, les startups, Charles Degan, vous les connaissez bien parce que vous investissez sans cesse dans ces startups. Je l'ai dit en préambule. Parlez-nous un peu d'Angel Square, justement, et surtout, comment est-ce que vous dénichez ces startups? Comment est-ce que vous flairez les bons coups, si je puis dire? Il faut forcément avoir un talent pour ça, j'imagine. Alors, je crois qu'il faut un petit talent, ouais, ouais, en effet. Il faut en tout cas avoir la bonne grille de lecture qui permet parmi toute la foule de dossiers qu'on reçoit, de sélectionner les meilleurs. Donc, cette grille de lecture, elle est très simple. En gros, on raisonne en 4 critères. Là, je vous parle des critères de sélection, puis ensuite, je reviendrai sur ce qu'est Angel Square. Mais en gros, notre critère de sélection pour choisir la meilleure startup possible, c'est un, la qualité de l'équipe. C'est deux, le marché auquel elle s'adresse, évidemment. Trois, c'est les chiffres que la startup présente au moment où elle où elle vient nous voir. Est-ce qu'elle a déjà un peu de chiffre d'affaires, des clients, etc. Et quatre, c'est les termes de sa levée de fonds. Est-ce que la valorisation est raisonnable? Est-ce que le montant recherché est raisonnable, etc. Voilà. Et donc, pour en revenir à ce qu'est Angel Square, en fait, c'est une communauté de business angels. C'est-à-dire qu'on réunit aujourd'hui plus de 1500 business angels français. Donc, business angel, j'ai pas trouvé de mots français pour mieux dire ce qu'est un business angel, donc je continue de dire business angel. Mais c'est en gros un individu qui a gagné de l'argent, souvent en étant entrepreneur lui-même et en revendant sa boîte. Et ces gens-là réinvestissent dans des startups, non seulement parce qu'il y a potentiellement un gain financier à la sortie, mais aussi et surtout parce qu'ils veulent en fait continuer de se faire kiffer, de vivre des projets entrepreneuriaux un peu par procuration. Et en ça, ce sont des investisseurs très précieux. Et donc Angel Square a pour mission d'animer cette communauté de business angels en identifiant les meilleures boîtes possibles sur tous les secteurs. On est multisectoriel, ce sont quasiment exclusivement des boîtes françaises. Et voilà, et aujourd'hui, on marche bien parce qu'on finance une dizaine de startups tous les mois. Donc, c'est un des principaux acteurs. Angel Square est un des principaux acteurs du financement de l'amorçage en France aujourd'hui, quoi.
Alors, une dizaine de startups tous les mois. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous planter, Charles de Gaulle, quand vous proposez, quand vous misez sur une startup? Est-ce que quelques semaines, quelques mois après, j'imagine pas trop longtemps après, enfin, en tout cas, je vous le souhaite, on se rend compte que finalement, on n'a pas misé sur le bon cheval, quoi. Alors bien sûr, ça arrive souvent. L'investissement en startup est extrêmement risqué, on le rappelle en permanence. Donc ça arrive très souvent. Il y a aussi des cas qui sont plus dérangeants où là carrément l'entrepreneur raconte n'importe quoi sur ses chiffres, etc. Donc ça, faut faire attention. Mais Ça arrive, ça. ouais, ça peut arriver. Ouais, ouais. Il y a quelques entrepreneurs bah ouais, qui ont plus trop les pieds sur terre parce qu'ils ont l'impression peut-être que l'argent est facile, est un dû et que y a pas vraiment de réciprocité entre les obligations entre les droits et les devoirs qu'a l'entrepreneur qui lève des fonds. Donc parfois ça arrive. Donc oui, ça arrive souvent que des startups sur lesquelles on a misé malheureusement aillent au tapis. Ça arrive, mais ça arrive pas que dans l'écosystème startup, si vous voulez. C'est un fait dans toute vie d'entreprise. C'est un parcours très risqué et donc ça peut arriver ça peut arriver très souvent. Et tout à l'heure, Charles de Gaulle, vous évoquiez les 4 critères importants lorsqu'on regarde si une startup est viable. Vous évoquiez les fondateurs, l'équipe. Est-ce que c'est là justement où il n'y a pas le plus de risques? Parce que on pense connaître les profils, on pense les avoir catégorisés, on fait confiance et finalement, on se retrouve face à des gens qui sont pas si fiables et si dignes de confiance finalement. Exactement, c'est le critère le plus important. Alors les trois autres critères de sélection que je vous ai donnés tout à l'heure permettent justement de pondérer un peu ce premier critère qui est l'essentiel, à savoir la qualité de l'équipe. C'est impossible d'être certain de la qualité d'un entrepreneur, évidemment, parce que quand on dit qualité d'un entrepreneur, en soi, ça veut rien dire. En fait, ce qui compte, c'est que l'entrepreneur soit humble, soit adaptable, puisqu'il va forcément rencontrer des difficultés dans la vie de son entreprise. Il va devoir s'adapter, il va devoir écouter les conseils de gens avisés. Et ça, c'est très difficile à voir à l'instant T. En revanche, ce qui peut nous permettre, ce qui peut nous faciliter la tâche pour essayer d'évaluer le profil d'un entrepreneur, c'est voir ce qu'il a fait par le passé. Est-ce qu'avec ces tout petits moyens du début, il a réussi à faire des choses intéressantes? Est-ce qu'il a réussi à créer un premier produit, à vendre son produit à des premiers clients sans avoir beaucoup de moyens, etc. C'est pour ça que nous, on aime beaucoup les entrepreneurs qui ont, avec le très peu de moyens qu'ils avaient au début, qui ont réussi à faire de grandes choses. Voilà. Et c'est en général, ça, c'est le meilleur critère pour essayer d'anticiper ce qu'un entrepreneur deviendra par la suite, c'est-à-dire est-ce qu'il va utiliser correctement les fonds qu'il va lever ou pas, grosso modo. Qui a été patient, qui a été humble et qui n'a pas fait n'importe quoi avec son argent. Vous évoquiez tout à l'heure, vous avez parlé des levées de fonds. J'y viens parce que précisément, l'argument aujourd'hui qui fait mouche, ou en tout cas qui est censé faire mouche pour faire parler de soi quand on est start-upper, quand on est entrepreneur, c'est de montrer sa levée de fonds, de dire oh là là, moi j'ai levé tant, j'ai levé tant, parlez de moi, parce que cet argument suffit à ce que je sois légitime dans les médias et à ce qu'on parle de moi. Est-ce que ça, c'est pas un peu biaisé? Parce que finalement, c'est pas l'argent qu'on récupère qui est important, c'est ce qu'on en fait. Bien sûr. Alors moi, je milite d'ailleurs auprès des journalistes avec qui je discute de temps en temps pour arrêter de trop starifier les levées de fonds, justement. Parce que je trouve ça pas très sain. Je trouve ça pas très sain de mettre en avant la levée de fonds comme un peu le début d'une aventure entrepreneuriale, ou en tout cas, voire même comme un semi-accomplissement, ce qui est encore plus gênant, parce qu'en fait, une levée de fonds, c'est le début de quelque chose et non pas un accomplissement. Donc, ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais, la starification des levées de fonds me gêne et je pense est contre-productif parce que du coup, ça a des effets négatifs qu'on constate au quotidien. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se lancent pour ça. Et donc, leur premier objectif de moyen terme, une fois qu'ils ont créé leur boîte, c'est de faire une levée de fonds. Et ça, c'est pas bon parce qu'un entrepreneur, ça doit d'abord être un bricoleur qui se débrouille avec les moyens du bord et c'est un peu antagonique avec le principe de lever beaucoup dès que possible, quoi. Et si je suis votre raisonnement, Charles de Gaulle, ces entrepreneurs qui créent une boîte pour lever des fonds et pour gagner de l'argent, ce sont des boîtes qui finissent par rapidement s'effondrer. Alors, c'est pas si Pas simple. spécifiquement. C'est pas si simple parce que, comme vous l'aurez remarqué, en ce moment, il y a beaucoup d'argent investi dans les startups. Donc, il y a des investisseurs professionnels qui sont capables, enfin, qui continuent de financer ces startups comme on dit, qui sont plus ou moins des leveurs de fonds professionnels, quoi. C'est-à-dire qui enchaînent les levées de fonds.
Ça ne veut pas dire que les boîtes vont forcément aller au tapis. Ça veut juste dire qu'elles ont, qu'elles ont un plan de développement très différent de l'entrepreneuriat traditionnel. Parfois, ce plan de développement très risqué peut aboutir et peut mener à des très beaux succès entrepreneuriaux, avec des belles boîtes qui deviennent pérennes, qui embauchent beaucoup, etc. Mais ça, c'est que la face immergée de l'iceberg. Parce que pour un succès qui a levé beaucoup d'argent et qui s'est bien développé, qui a utilisé correctement les fonds qu'il a levés, et ben en fait, il y en aura des dizaines qui, elles, seront allées dans le mur parce que en fait, il y aura eu des erreurs de gestion, parce que, enfin voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles une boîte qui a le trop levé peut aller au tapis, quoi. Charles Degan, dernière question. Tout à l'heure, on a évoqué les potentiels échecs en termes d'investissement quand on ne mise pas sur le bon cheval. Vous m'avez répondu très, très clairement. À l'inverse, si je retourne la question dans l'autre sens, est-ce que ça vous est arrivé aussi de laisser passer des startups à succès parce que vous n'avez pas confiance, vous ne sentiez pas, vous n'avez pas le feeling pour cette boîte et finalement, 1 an, 2 ans plus tard, ça s'est révélé être une success story? Alors, bien sûr, ça arrive. Là, j'ai un exemple assez récent avec Sorare, donc la fameuse nouvelle licorne dans les cartes Panini de foot en ligne, voilà, les NFT, pour ne pas citer ce terme abscon. Et en fait, on avait reçu le dossier au tout début pour leur première levée de fonds. C'était une valorisation très correcte à l'époque. Mais en fait, vu qu'on ne comprenait pas très bien ce marché, on ne comprenait pas très bien la vision de tokeniser en fait des cartes Panini en ligne sur des joueurs de foot. Ça nous paraissait quand même très obscur et du coup on l'a pas fait. On l'a pas fait et 2 ans après on voit qu'ils valent plus d'1 milliard. Donc c'est sûr ça fait quelque chose, mais je pense que c'est important même quand on a ce genre de mésaventure qui laisse toujours un petit goût amer quand on est investisseur et que notre objectif c'est de repérer les meilleures boîtes le plus tôt possible. Mais je pense qu'il faut quand même rester droit dans ses bottes et garder une stratégie d'investissement. Et je continue de penser qu'on a bien fait à l'époque, en tout cas d'après nos critères, de ne pas avoir pris Sorare. Ça aurait été un pari un peu absurde par rapport à nos critères de sélection. Et bon, personne n'est infaillible, donc on l'a raté. Enfin, on n'a pas fait le deal Sorare, mais c'est pas grave, on en fera d'autres beaux. Merci. Charles Degan, donc cofondateur d'Angel Square, donc une plateforme de business angel qui investit dans des jeunes pousses, dans les très jeunes pousses, puisque vous les prenez donc, dès la naissance quasiment. Il s'agit d'avoir du flair. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci Quentin, au revoir.